Voilà, c'est bien. C'est mieux là? Parfait. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Bah, Ok, merci Tom. Enfin, celui qui a dit qu'il allait le faire, pardon, je sais pas qui c'est. Ok, génial. ok. Alors, François, je peux commencer? Oui, s'il te plaît. Enfin, pardon, Tom, si c'est bon pour toi, ouais. Pour l'enregistrement. Moi, Ok. ok. Alors, juste une précision. François, tu m'arrêtes si tu as des questions ou quoi que ce soit, parce que du coup, je n'ai plus du tout vu sur le chat les autres participants. Très bien, À part mon écran partagé, je vois rien. Ça impeccable. marche? Oui. Ok. Est-ce que tout le monde me voit aussi sur la caméra ou pas? Il n'y a personne qui répond, donc évidemment. Tout le monde dit oui. Ok, parfait. Alors, François, enfin rapide d'ailleurs, je vais parler lentement, je vais essayer de faire une présentation sous forme de 10 minutes, allez, 15 minutes maximum, et on va répondre, on va échanger aux questions après. Et François, tu pourras quitter mon écran parce que du coup, je ne fais rien. Donc, on essaiera de repartir sur des questions-réponses avec le chat après si c'est possible. François, tu valides? C'est bon pour moi. Merci. Parfait. Ok. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Renaud Gancel, je suis le bureau d'études aqualogique basé à Épinay-sur-Odon, à côté de Villers-Bocage. Je connais plusieurs personnes d'entre vous déjà. Donc, je suis concepteur hydrogéologue, donc concepteur d'assainissement de manière générale, et je suis spécialisé en filtre planté de roseau depuis déjà plus de 10 ans. Et dès les balbutiements du réseau Aquatiris, en fait, j'y ai adhéré. Donc, je fais partie des murs un petit peu maintenant d'Aquatiris. Et avec François, il m'a demandé la semaine dernière si on ne pouvait pas faire un partage, un temps d'échange sous forme de webinaire sur les différentes solutions de phytoépuration qui existent. Alors, il y a quelques solutions de phytoépuration qui existent, certes, hors agrément ministériel, mais là, on a voulu focaliser quand même sur ce qui est homologué, agréé en France. Et il n'y a pas 36 solutions, à part Aquatiris, c'est pas grand-chose de disponible sur le marché. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qui se fait au sein du réseau national, donc, ce qu'on essaie de développer sur le territoire normand, et avec les petites annonces qu'il faut faire à côté, et on répondra aux questions par la suite. Donc, l'assainissement écologique qu'on appelle les jardins d'assainissement. Bon, alors je vais passer assez vite sur qui est Aquatiris, parce que c'est pas trop le but non plus de la réunion d'aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler qu'Aquatiris, c'est un réseau national. À la base, c'est un réseau de passionnés en alternative par les plantes, d'assainissement par les plantes, soit en assainissement domestique, donc à usage toilette sèche ou à usage en toilette à eau, ou également pour le monde agricole, le monde industriel. Et plus récemment, on verra un peu par la suite tout ce qui est tiny house, camping sauvage, phytoflottant, péniche, cabane à pêche. Donc en gros, tous les petits marchés alternatifs touristiques ou pittoresques qui commencent à se mettre en place depuis quelques années. Donc, ça d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est toutes les possibilités de phytothérapie en France. Bien sûr, donc ce réseau constitué de passionnés, il y a deux types de passionnés. Il y a les concepteurs, donc comme moi, concepteurs, maîtres d'œuvre, peu importe, bureau d'études, ou quel nom vous voulez. Trouver la bonne solution de phytoépuration en alternative aux autres assainissement. Donc cette catégorie-là dans le réseau. Et il y a la partie terrain, donc ceux qui vont vraiment poser, installer des phytoépurations. Ça peut être des terrassiers, ça peut être des paysagistes, ou d'autres corps de métiers variés, mais voilà, ceux qui vont vraiment mettre les mains à la pâte et les construire. Je suis un vrai tutoriel, mais il y a également la possibilité de faire les assainissements en autoconstruction. Donc, Sacha a fait la sienne en autoconstruction d'ailleurs. Donc, c'est un point important que je peux souligner, c'est que aujourd'hui, c'est la seule filière agréée en assainissement en France où entre guillemets, le constructeur, le propriétaire de l'agrément, c'est-à-dire un Aquatiris, laisse la possibilité aux usagers de faire eux-mêmes leur installation. Donc ça, je pense que c'est ce point aussi qui va intéresser pas mal d'entre nous.
parce que mis à part des tranchées d'épandage et sur un filtre en sable avec une principe même, les autres filières d'assainissement, on ne peut pas. On est obligé de passer par un tour. Donc aujourd'hui, le réseau Aquatiris est géré par 2 personnes différentes. Edwige Ledouarin qui est sur Rennes et Martin Wertmann qui est, Sacha qui connaît bien un petit peu l'utopiste du réseau, donc c'est le savant fou, mais en Alsace. Donc c'est grâce à ces 2 personnes-là quand même que le réseau se soutient aujourd'hui et c'est eux qui coordonnent un petit peu toutes les actions avec nous sur le terrain, mais avec le réseau c'est pas possible. Juste aussi pour info, il y a peut-être les passionnés sur le terrain un peu partout en France, mais il y a également 21 salariés, soit en Alsace, soit en Ille-et-Vilaine, à Rennes, pour gérer l'animation du réseau. Voilà ce qu'est la structure phytoculturation aquatique en France. Alors, on va rentrer progressivement dans la technique. Ce que je vous disais, c'est que la phytoculturation, ça reste avant tout un assainissement alternatif dans un monde écolo, certes, mais des passionnés qui sont respectueux à la base pour l'environnement. Forcément, il y en a qui connaissent le réseau Aquatiris en disant ouais, ils s'en mettent peut-être plein les poches, on est obligé de plastique chez eux pour mettre une phyto. C'est vrai, ça peut paraître vrai sur le principe, mais il faut savoir que si on n'a pas si Aquatiris n'avait pas, via ce réseau terrain, monté progressivement en réseau national, c'est grâce quand même à ça qu'on a réussi aujourd'hui à pousser le ministère de l'Environnement à obtenir des agréments, à obtenir des assainissements par les plantes agréés. On puisse faire aujourd'hui différentes phytoépurations en accord avec le SPAN. Le SPAN, c'est le service public d'assainissement d'eau potable. Si on n'avait pas monté ce réseau-là, aujourd'hui, on n'a rien fait. Et la phyto, pour info, c'est français. Vous voyez pas de phytoépuration ailleurs qu'en France. On essaye d'en faire un petit peu en Afrique, au Maghreb, sur les îles, mais même sur les îles, c'est hyper compliqué d'en faire. Et parce que quand je parle des îles, c'est les bateaux. Oui. François? Tu appelles François, non? Non, excuse-moi, j'essaie juste de récupérer le rôle d'organisateur là avec Sacha, mais tu dois entendre des clics, c'est ça des. Oui, j'entends des clics, ouais. Mais Alors, ça va, ça des se fait micros toujours? qui peuvent s'ouvrir et se fermer, mais il n'y a pas de souci. Et dans le D'accord. chat, je vois personne pour l'instant qui se plaint. Bon, donc je continue. Par contre, oui, j'invite vraiment, puisqu'il y a une pause, à vraiment couper vos micros parce que le son est pas super au niveau de la qualité. Donc plus il y aura, enfin, moins il y aura de micros ouverts, plus le son sera clair et plus on comprendra mieux. Je pense que c'est Sacha qui a laissé son micro ouvert. Ouais, j'arrive. Mais là, je viens de le couper, là. Non, il est là, on t'entend. Oh, Déjà, là, ça va mieux. Il y a aussi, je crois, Monsieur Duteil, ou Madame, pardon, et Manon, mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc ça, c'était juste pour le petit rappel historique, parce que je sais que dans le monde un peu écolo, il y a des fois des critiques. Il faut toujours en apprendre de ces critiques, c'est sûr, mais je tenais à rappeler les choses. L'intérêt du réseau, c'est pas de brider la phyto, c'est justement de pouvoir la mettre en place tout en restant sur les normes françaises qui nous imposent les dossiers carrés. C'est juste ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire en termes de phyto, on va dire validé par les organismes d'État, c'est les jardins d'assainissement qui sont liés à la structuration domestique. On a également la possibilité, je le disais en introduction, de faire ce qu'on appelle des phytotimies, donc c'est des phytoépurations qui sont adaptées à des petites roulottes ou des tiny house. Également tout ce qui est phytoflottant, donc on a inauguré comme ça sur plusieurs spots des phytoépurations flottantes, comme si c'était des bateaux qui étaient remplis de réseaux derrière une pelouse ou derrière des cabanes lacustres sur un site touristique. Donc c'est assez sympa. Et dernière chose aussi qu'on est en train de développer avec, je sais pas c'est toi Sacha qui as toujours ton micro, mais ça résonne. Bah, attends, là, il est en gris, mon micro, c'est qu'il n'est pas actif. Ouais, on t'entend, ça fait des échos. Bah, attends. Ah. Ouais, et Sacha bouge plus, tu viens de le couper. C'est parfait. Il n'y a plus de fond. Voilà, on continue.
Et oui, ce que je disais, c'est qu'en train d'arriver avec la problématique des eaux fluviales. Vous n'êtes pas forcément au courant, mais il y a de plus en plus de plans locaux d'urbanisme qu'on appelle les PLUI, qui imposent chaque usager, qu'on soit en assainissement collectif ou en assainissement non collectif, mais ils imposent la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Alors ça pose énormément de soucis, parce que c'est des risques d'inondation, hein. Et bon, je vais un peu du sujet, mais en gros, dès qu'on a des ruissellements sur les toitures, sur les aires de stationnement, dans les communes, les poumons, les compagnies, mais jusqu'à présent, c'était rejeté directement dans une bulle et paf, c'est dans un bassin soi-disant d'infiltration sur un lotissement, sur un quartier. Et ce bassin d'infiltration, à un moment donné, hop, il s'est déversé à l'hiver. Et on avait donc des inondations qui devenaient de plus en plus importantes en milieu urbain. Et donc, depuis 2020, 1er janvier 2020, on a l'obligation d'avoir une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Et donc, il y a tout ce système de nids d'infiltration plantée, de jardins d'eau de pluie, qu'on pourrait appeler différemment, qui est en train de s'installer. En Allemagne, ils sont très avancés sur ce sujet. En France, comme d'habitude, on a tous les industriels, vendeurs de grille et de canalisation qui mettent du point. Donc, c'est quelque chose qui arrive avec du retard par rapport aux pays nordiques, mais qui arrive depuis cette année sur le marché. Donc, c'est des conceptions différentes, oui, pensées. Hein, quand on doit gérer nos eaux pluviales, c'est pas forcément de faire un pizza. On peut les traiter avec des massifs plantés, des massifs paysagers qu'on appelle des jardins de pluie ou les nids d'infiltration plantée. On en a vu apparaître dans les années 2005-2010, en Ille-et-Vilaine notamment, en région rennaise. Il y a plein de quartiers qui se sont faits comme ça avec de la gestion plantée à la parcelle. Voilà. Donc là, je vous ai donné un petit peu le panel, le tour d'horizon de là où vous pouvez rencontrer de la phytoépuration, de l'aménagement planté dans nos milieux de vie domestiques et urbains. Maintenant, on se focalise sur notre action d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'assainissement ou la phytoépuration. C'est pareil. L'assainissement par les plantes ou la phytoépuration, c'est tout simplement le traitement de nos eaux usées domestiques. Donc, les eaux usées domestiques, c'est les eaux ménagères, salle de bain, cuisine, on appelle communément les eaux grises, ou les eaux des toilettes, donc les toilettes à chasse d'eau, ce qu'on appelle les eaux vannes. Donc que vous soyez en toilette sèche ou en toilette à eau, de toute façon, vous avez des eaux usées à traiter, soit les eaux ménagères, soit les eaux usées complètes. La phytoépuration qu'on va présenter aujourd'hui va surtout s'adapter à une habitation privée, donc qu'on appelle en aspect réglementaire l'assainissement non collectif de 1 à 20 équivalents habitants. Je vais faire juste une parenthèse. La notion d'équivalent habitant, c'est une unité de mesure pour nous en tant que concepteurs d'assainissement. Donc, l'équivalent habitant en assainissement non collectif est défini par rapport au nombre de pièces principales. Donc, vous avez une habitation de 3 pièces principales plus un séjour salon cuisine. Donc, ça fait 3 chambres plus le séjour salon, ça fait 4 pièces principales. 4 pièces principales est considéré comme 4 équivalents habitants. Donc, de 1 à 20 équivalents habitants, c'est des maisons de 1 à 20 pièces principales. Donc après, il y a des histoires de coefficients correcteurs, si on est en résidence secondaire, si c'est des gîtes locatifs, si on est en usage toilette sèche. Donc ça, il y a des coefficients correcteurs que nous pouvons appliquer, mais nous allons toujours parler en équivalent habitant. Donc à partir du moment où on est compris entre 1 et 20 équivalents habitants, on est dans ce qu'on appelle l'assainissement non collectif. Et cet assainissement non collectif, pour qu'il fonctionne en France, on doit dépendre d'agréments ministériels. C'est pour ça que j'ai introduit la présentation avec APP. C'est-à-dire qu'on est en eau domestique non collectif, et là, on est obligé d'être sous forme d'agrément ministériel. Avant de finir la parenthèse, si on est supérieur à 20 équivalents en termes de dimensionnement, on est dans ce qu'on appelle l'assainissement collectif. Et là, on n'est plus du tout soumis aux agréments ministériels. On a juste une obligation de résultat. Donc, on se doit, en tant que concepteur, de concevoir un assainissement, en l'occurrence un assainissement par les plantes, qui respecte le traitement de l'eau et donc les rejets demandés par la réglementation. Mais il n'y a plus du tout d'agrément. On va faire la conception, le dimensionnement, la superposition des granulats, le type de plante qu'on veut, qui va être propre à votre projet. Donc supérieur à 20 équivalents habitants, assainissement collectif. Également pour des clients agricoles, si c'est pour une chèvrerie, transformation de lait, fromage, n'importe quoi.
industrielle ici, peut-être sur la cidrerie, la miellerie. Là, on peut avoir des eaux de rinçage de l'atelier de transformation. Et là, on va mettre des phytoépuration en place ici. On n'est pas du tout dans ce que j'appelle la phytoépuration aquatéris, agrément administratif. On va vraiment être sur une réglementation à part. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens dans l'assainissement non collectif réglementaire pour le service public d'assainissement non collectif. Donc, on n'a pas trop le choix. Ce qui existe en termes de phytoépuration, on a deux options. Soit l'option, je ne suis pas trop de point là, c'est visuel en fait. Voilà, pardon. Donc, en phytoépuration, c'est possible de pouvoir mettre en place. On a deux options. Soit on va travailler sur une phyto à un étage, qu'on appelle, vous voyez au niveau de l'écran, je sais pas si vous voyez la souris, mais qu'on appelle le filtre vertical. Le filtre vertical, c'est le filtre planté de roseaux. Il faut savoir que c'est lui qui va épurer plus de 90% de vos effluents, quels qu'ils soient, agricoles, domestiques, industriels, c'est lui qui fait le boulot. Tout ce qu'on va mettre derrière comme phytoépuration, ça va être complément. Un complément qui est exigé par une demande de rejet spécifique, du style en zone littorale, zone de baignade, zone conchylicole. On va avoir une exigence de traitement de l'eau plus forte qu'en pleine campagne, dans un champ. Donc, un minimum, on va mettre en place ce filtre vertical. Le filtre vertical, pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que l'eau va arriver, l'eau usée de la maison, va arriver en surface, va s'étaler en surface et va s'infiltrer verticalement dans le filtre. Le filtre, de manière générale, il est composé de 60 cm de granulats, du gravier, des granulons et du sable en surface, et les roseaux sont plantés par-dessus. Donc toujours une arrivée par le dessus, un étalement en surface et une infiltration à la verticale. C'est pour ça qu'on appelle le filtre vertical. Une fois qu'on est arrivé dans le fond du filtre, je vais vous dire que la goutte d'eau, elle est nettoyée à peu près à 90%. Donc, on la fait ressortir et on va l'évacuer dans le terrain en place, si la perméabilité est bonne. Donc, la perméabilité, c'est la capacité du sol à infiltrer l'eau. Donc, si le sol peut infiltrer l'eau des puits, il va infiltrer l'eau de nos assainissements. C'est tout. Donc, on va évacuer l'eau du filtre de filtration dans la terre naturelle, qui va infiltrer progressivement dans le sol en place. Soit on l'infiltre directement dans ce qu'on appelle une tranchée d'épandage, ou alors on peut prévoir un jardin paysager complémentaire, un massif de plantes, tout simplement, ou dans une mare, ou dans un ruisseau. Enfin bref, on va l'évacuer. Ce filtre vertical, il est dimensionné, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'équivalent habitant. La superficie demandée pour le filtre vertical est de 2 mètres carrés par équivalent habitant. Donc, je vous laisse faire le calcul par rapport à votre habitation privée. Si vous avez une habitation de 3 chambres plus une pièce principale, donc 4 pièces principales égale 4 équivalents, 4 fois 2 mètres carrés, ça fait une surface de 8 mètres carrés. Ça vous donne une idée de la place que ça peut prendre dans le jardin. Juste un aparté, parce que je pense qu'il y en a entre vous qui sont dotés de toilettes sèches. Quand on est en toilette sèche, on peut appliquer un coefficient correcteur de 0,6 équivalent habitant. Donc, si je reprends un exemple pour une habitation qui consiste de 5 pièces principales, donc imaginez 4 chambres plus le ciseau de salon, 5 pièces principales, 5 équivalents habitants, 5 fois 2 mètres carrés égale 5 fois 2 mètres carrés par équivalent habitant égale 10 mètres carrés. Si j'applique un coefficient correcteur parce qu'on est en toilette sèche, je redescends à 3 équivalents habitants, donc 6 mètres carrés. C'est pour vous donner un petit peu le ratio de conception. Quand on est en toilette à eau, par rapport à quand on est en toilette sèche, on va toujours utiliser des équivalents habitants pour nos bases de dimensionnement, mais on va pouvoir utiliser des coefficients correcteurs. Et en gros, pour simple, quand on est en toilette sèche, on divise approximativement par 2 la surface du filtre planté de roseaux. S'il y a des questions, vous mettez sur le chat. Ce qui m'incite beaucoup à utiliser du coup les toilettes sèches, en effet. Et est-ce que tu peux nous dire, excuse-moi, mais à quelle fréquence il faut renouveler ou nettoyer le filtre, du coup le filtre vertical? Je continue, je vais répondre juste après. Ça va, François? Pardon. Ouais, très bien, pas de souci. Donc, pour l'entretien, il n'y a aucun souci, je vais le dérouler après. Là, je voulais juste vous faire une note sur le filtre vertical, base du traitement en phytoépuration. La superficie, j'espère que vous l'avez compris. Si c'est pas le cas, vous mettez une note sur le chat, on verra ça après. Je rappelle que je vois rien, en fait. Moi, je me vois tout seul à Paris, mais c'est
Deuxième possibilité d'assainissement par les plantes que vous avez probablement déjà vu, c'est la combinaison du filtre vertical plus le filtre horizontal, qui lui, non pas planté de roseaux comme le filtre vertical, mais qui va être planté de différentes macrophytes, donc des vivaces, de la macède, de la menthe aquatique, de la salicaire, du rubanier, bref, 5, 7, 8 variétés de plantes selon la superficie. Donc ce filtre horizontal va avoir la même superficie que le filtre vertical. Donc si nous étions partis tout à l'heure sur une 5 pièces, 5 équivalents habitants égale 10 mètres carrés de filtre vertical, on va avoir en complément 10 mètres carrés de filtre horizontal. Donc ça fait 10 plus 10. Le filtre horizontal, j'ai envie de dire, il n'est pas obligatoire en soi. On le fait même de moins en moins pour des questions de budget, mais on va l'imposer surtout quand on a un problème de rejet, une conchylicole, zone sensible, captage d'eau, voilà, des zones qui sont sensibles au rejet. Je vais avancer. Bon, concernant, alors vous allez dire, mais à quoi ça sert le filtre horizontal? C'est un aparté. Je vous ai dit que le filtre vertical à roseau, 90% des eaux étaient traitées dessus. Mais 90% des eaux selon les paramètres réglementaires, c'est-à-dire matière en suspension et tout ce qui est demande carbonée, du BO5, des CO, donc c'est la masse carbonée. En revanche, tout ce qui est nitrate n'est pas considéré dans les paramètres réglementaires. Alors que le filtre horizontal, lui, va travailler sur les nitrates. Il va dénitrifier en transformant les nitrites en azote gazeux. Donc les plantes dans le filtre horizontal vont libérer toute nitrate de l'eau et renvoyer de l'azote gazeux dans l'atmosphère. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait l'imposer plutôt dans les zones sensibles, les mètres au chiffon et compagnie. On a vraiment un traitement qui va être au-delà des exigences réglementaires. Ça, c'est, pour regarder la tête reposée, c'est les capacités de traitement du filtre planté. On n'a pas besoin d'en parler. Maintenant, l'entretien. C'était la question qui avait été soulevée par François, j'imagine, via le chat. L'entretien d'une phytoculturation, son gros avantage, c'est que vous devez être autonome sur une phytoculturation. Si c'est pour avoir un contrat de maintenance avec un paysagiste, un installateur ou moi-même, j'y vois sincèrement aucun intérêt. On vous donne toutes les lignes pour vous décharger vous-même, enfin, pour vous puissiez le faire pour vous-même. Il y a 3 grands types d'entretien sur une phytoculturation. Le premier, c'est une surveillance hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, notamment sur la première année de fonctionnement de la phyto, on va vous demander d'aller voir chaque semaine l'état du filtre, voir si la surface du filtre, surtout si vous êtes en toilette à eau, si vous êtes en toilette sèche, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas les matières fécales, on n'a pas le papier toilette. Mais la première année, quand on est en toilette à eau, il faut aller voir au moins une fois par semaine, vérifier que le compostage, le lancement du compostage se fasse bien. Et éviter ainsi ce qu'on appelle le colmatage de démarrage. Si vous accumulez comme ça, vous apportez sans cesse de la matière fécale, du papier toilette en surface de votre phytoculturation, vous risquez de faire un amoncellement de matière qui, au lieu de se composter progressivement, va plutôt former un gros tas et ça va fermenter. Et on ne veut surtout pas faire ça, parce que si vous fermentez vos matières fécales, vous changez complètement le processus épuratoire du phyto. Le phyto, c'est un assainissement en milieu aérobie, donc avec de l'oxygène. Pas que ça sert. Si vous enfermez la matière fécale dans la matière fécale, vous empêchez l'oxygène de venir pour composter. Ça, je pense que vous comprenez bien. Et du coup, vous amenez des bactéries anaérobies qui vont dégager des odeurs. Et on devient en milieu de fermentation. C'est pas du tout ce qu'on veut sur le phyto. Donc, l'entretien, la première année, toutes les semaines, on va vérifier que la phyto enclenche bien un processus de compostage et non pas de fermentation comme dans une. Comment faire pour le voir? Déjà à l'odeur et à la vue. Il faut que la matière, je ne sais pas vous faire un dessin, mais nos eaux usées sont plutôt de couleur marron, de manière générale. Pas en temps sèche, forcément, il y a que des eaux c'est tout ça. Mais quand on a des térétao, elle est marron. Donc cette couleur marron qui va arriver sur la filière, progressivement, elle va noircir. Et c'est cette phase, on vous apprend à voir l'évolution des couleurs de la surface du filtre. Et plus elle va noircir vite, plus ça veut dire qu'elle va rentrer en processus de compostage. Et progressivement, le compost va arriver. Il faut être vigilant sur cette phase de démarrage. Donc, une fois par semaine, la première année.
S'il y a un problème de compostage, c'est pas compliqué, hein, il y a des petites astuces. On prend un petit bâton, ce qu'il faut, c'est juste piquer le fil, faire des petits trous pour laisser rentrer l'oxygène. C'est pas plus compliqué que ça. Après, la première année aussi, là où il faut être vigilant, c'est laisser les plantes de la phytoculturation se développer. Donc, éviter tout ce qui est pissenlit, pelouse, diverses mauvaises herbes, ou plantes intrusives, venir et coloniser la phyto. Parce que forcément, dans une phyto, il y a à manger. Donc, quelle que soit la plante que vous y mettiez, elle va pousser à vous développer fort. Un pissenlit, et habituellement, comme ça dans le jardin, ben là, ils vont être multipliés par 10, voire 15. Les pieds de tomates aussi vont arriver. Si vous êtes entre les KO, consommez des tomates, des courges, les pépins passent dans le transit, arrivent sur la phyto, vont germer jusqu'à produire des tomates en maturité. Donc c'est peut-être marrant de voir les pieds de tomates pousser avec les tomates qui mûrissent, mais par contre ça empêche les roseaux de se développer. Donc la première année, il faut être vigilant sur le processus de compostage et enlever les adventices qui peuvent arriver dans la phyto pour laisser l'enracinement des roseaux se faire et le développement l'année suivante de 100% du cycle. Si on ne le fait pas, on retarde. On a eu une intervention d'ailleurs cet après-midi, une personne qui n'avait pas du tout été vigilante l'année dernière sur l'entretien de première année, et du coup, il nous a envoyé des photos cette année, c'était une pelouse, cette photo. Et la pelouse, ben, ça filtre pas l'eau comme des roseaux. Donc, ça fait marcher. On est intervenu cet après-midi, d'ailleurs, je suis encore en travail pour faire ça. Donc, faut éviter quoi. Donc, vérifier la mise en service du compostage, la mise en fonctionnement du compostage, enlever tout ce qui est mauvaise herbe la première année. Après, une fois par an seulement, on coupe les roseaux. On appelle ça le faux carnage. Alors, les roseaux et les végétaux du deuxième pic, sinon là. Donc, comme ce sont des vivaces, vous les taillez au pied, attends, du pied, attention, à 20 cm de fond, à 20 cm de fil, pardon, et vous coupez tous les végétaux. Et les végétaux, de toute façon, comme ce sont des vivaces, en hiver, ils fanent. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent l'hiver, depuis 20 ans, en nous disant, les roseaux sont tous morts, les végétaux sont tous morts, ma fille est morte. Non. Ce sont des vivaces. Donc, les vivaces ont un cycle végétal. Le cycle végétatif s'arrête à l'automne. Donc, forcément, eh ben, on peut couper tout ce qui est en friche et ça repousse au printemps. Et les premiers végétaux qui repoussent, ce sont les hélices et les familles. Donc, seule une fois par an, taille des roseaux. Ensuite, le gros entretien suivant, ça va être enlever l'humus qui va s'être accumulé, donc le compost qui va s'être accumulé sur le fil. En temps normal, selon les analyses qui sont faites pour les agréments ministériels, on prévoit de retirer l'humus une fois tous les 10 ans. On considère qu'on va accumuler 1 cm de terreau par an. Dès qu'on a 10 cm, on cure. C'est une opération qui n'est pas facile parce que les roseaux ont poussé au travers. Il faut réussir à casser les roseaux et récupérer l'humus qui est vraiment du terreau. La réalité des faits, sur des phytos que je suis depuis une dizaine d'années, je n'ai jamais curé. Et je ne suis vraiment pas prêt de curer. Parce que quand on a une phytoécloration, elle n'est pas dans une bulle, elle est dans le jardin. Et qu'est-ce qu'on a dans le jardin? On a des oiseaux, des musaraignes, des souris, des rongeurs, tout ce que vous voulez, des insectes. Et cette faune, en fait, du jardin va venir picorer, elle va venir chercher à manger, ou chercher des petites brindilles de roseaux pour faire un nid, des choses comme ça. Du coup, on se retrouve avec un écosystème qui va se développer autour de la phyto, qui fait que, progressivement, quand on produit le compost, donc notre matière qui va être compostée, et ben, les animaux du jardin vont venir la rechercher pour l'utiliser à d'autres fins utiles dans leur vie d'animaux. Et moi, ça, je trouve que ce point-là est hyper important. Parce que quand on nous dit il faut curer, il faut refaire les roseaux, il faut refaire le curage du fil, moi je dis non, ne vous inquiétez pas. C'est vrai sur du collectif, sur de l'assainissement collectif, on n'est pas du tout sur le même dimensionnement, on envoie des cartons, mais à usage privé, je n'ai jamais curé une phytoculture. Donc c'est ce qu'on appelle, une fois tous les 10 ans, là, retrait des dépôts unifiés. C'est ça, c'est logique. Donc si je résume, la première année, il faut être vigilant. Une fois par semaine, aller jeter un petit coup d'œil pour être sûr que le compostage est en place. Enlever tout ce qui est mauvais herbes. Après le premier hiver, on coupe les plantes. La deuxième année, si on a bien fait le boulot la première année, on n'a pas trop d'entretien, de type jardinier, enlever les adventices, le compostage est parti, donc la phyto est partie. Donc une fois par an, on coupe les plantes, et après, une fois tous les 10-15 ans, on vérifie qu'on n'a pas trop d'humus en surface du fil.
C'est tout. François, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'entretien? Non, pas trop. Non, j'en ai pas vu d'autres. Est-ce que tout le monde entend correctement? Par contre, ça peut être une question. François, merci de répondre. Parfait. Pas d'autres questions? Est-ce que du coup on continue? J'ai bientôt fini. Ok, j'ai quelques réponses. Il y a des gens qui disent que c'est quand même un peu moyen, d'autres qui disent juste ça passe pour être gentil. N'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de répéter une phrase, il vaut mieux le faire. Euh, voilà. Bon, bah sinon, tout va bien. Tu peux Ça va, continuer, François? Ron. Ok. Impeccable. Ce support de présentation, je le trouve, entre guillemets, assez commercial. Donc, vous pourrez le télécharger si vous souhaitez, mais c'est vrai que ce que je vous apporte en plus à l'oral, c'est des détails du ressenti terrain, vraiment. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoquer tout ce qui est tarif. Là, vous avez devant vous des phytoépuration de type paysagère. Et ces installations paysagères, il y en a certaines qui sont faites par des autoconstructeurs, mais la plupart, effectivement, qui sont vendus comme ça sur la brochure, c'est des paysagistes qui ont fait ça. Donc, vous imaginez bien le budget. Donc, je voudrais faire un petit focus là-dessus, pour vous donner une ordre d'idée. Une phytoépuration, on prend souvent le modèle de la 5 équivalent litres, donc 5 pièces principales, la plus courante. Donc 10 mètres carrés si on a un fût, 10 plus 10 mètres carrés si on a deux fûts. J'ai pas détaillé, par exemple, là sur cette photo-là, là, la première photo à gauche, vous voyez bien le filtre planté vertical, et devant, au pied, vous avez le filtre horizontal. À chaque fois, sur ces photos, vous avez deux étages, le filtre à roseau, et devant, vous voyez les sanitaires violettes, le filtre horizontal. Donc, en termes de tarifs, je vais vous donner des tarifs que nous observons surtout en Normandie. Si vous faites faire un assainissement par un professionnel, sans forcément les grands aménagements paysagers que vous voyez sur certaines photos, il faut compter souvent aux alentours des 10 à 12 000 euros. Ouais, 10 à 12 000 euros si vous avez une pompe de relevage, avec ou sans pompe de relevage. Ça, c'est des installations qui sont faites par des professionnels, donc 100% de l'installation. 10 à 12 000 euros, c'est le prix d'un assainissement industriel de type filtre compact, une 88 sachets. Donc, on est quand même dans la fourchette haute des assainissements. Pour vous donner une ordre d'idée, les assainissements les moins chers qui sont mis en place sur le marché, c'est des tranchées d'épandage avec une fausse tuto en amont. Une fausse tuto de tranchée d'épandage avec une pompe de relevage intermédiaire si on a besoin, il faut compter dans les 5 à 6 000 euros par un professionnel. Après, on a toute la gamme entre 5 000 euros et 12 000 euros. Rarement, ça dépasse rarement plus de 12 000 euros pour un assainissement de 5 équivalents. Dans la phytoépuration faite par un pro et dans la fourchette haute. Dans la fourchette haute, entre 10 et 12 000 euros. Mais rarement. On se demandait si c'était hors taxe les prix que tu annonces. Oui. Ça, si vous voulez que je vous dise en TTC, on va dire entre 10 et 13 000, quoi. C'est souvent sur rester entre 10 et 13 000 TTC. On donne une fourchette assez large. Pourquoi il y a autant de différence de 3 000 euros? Ben, ça dépend de ce qu'on a besoin de relevage. Est-ce qu'on a des difficultés d'accès pour la livraison des matériaux et les différents aménagements qu'on met derrière. Mais c'est des coûts moyens que je vous donne. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que le coût, c'est quand même dans la fourchette haute des prix des assainissements qui sont mis. Il y a une raison à ça, c'est que c'est un assainissement qui n'est pas fabriqué en usine, donc il n'y a pas d'effet de masse. Tout est fabriqué par l'artisan en local. Et l'artisan ne fait pas ça en 2 jours. Donc forcément, c'est pour ça que ça se paye. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'Aquateris a laissé la possibilité aux usagers de le faire tout seul, avec un suivi. C'est pour diminuer quasiment de 45% le coût de l'assainissement. Si vous le faites en autoconstruction, donc vous demandez si nous, on vous accompagne, et là c'est mon travail, on vous accompagne sur le terrain pour les plans d'exécution, la fourniture du matériel qui est spécifique à l'appliquer pour respecter les agréments ministériels. Donc, le stand que je vous donne, le fameux certificat aussi en temps de chantier. Et on vous donne toute la démarche à suivre, tous les plans d'exécution pour que vous puissiez, entre guillemets, construire le Lego. Et la phyto, j'appelle ça le Lego de l'assainissement. Et il y a à peu près, je dirais bien la moitié des phytoexplorations qui sont faites en Normandie, en autoconstruction.
Et là, je vous l'ai dit, on diminue d'environ 40-50%. Donc, on se retrouve avec un assainissement pour 5 équivalents habitants à un coût de 5 à 6 000 € pour l'usager. Donc, c'est quand même bien, quoi, parce que je tenais à tenir sur ces notes positives, parce que on peut faire une belle phytoépuration avec des belles solutions de bois paysagères, une belle plantation, avec un budget de 6 000 € pour 5 équivalents habitants, on y arrive. Et plus on descend en équivalent habitants, si on utilise des périodes sèches et hautes, donc plus le coût va diminuer. Mais il y a une base. Il y a une base qui est incompressible, ce sont les fiscales administratives, enregistrement des agréments ministériels. On ne peut rien faire à moins de 3 500 €. Ça, c'est clair. Même si vous utilisez tous les matériaux de récup ou quoi que ce soit, n'espérez pas descendre en plus de 3 500 € pour la plus petite phytoépuration. C'est le minimum qu'on puisse mettre sur la table pour obtenir tous les agréments et tous les papiers administratifs qui enregistrent avec un avis conforme de votre assainissement. Donc, j'ai conçu, j'ai mis en œuvre les phytoépurations avant agrément de la filière eau vivant, si vous connaissez. Donc, c'est les abreuvoirs animaux pour en série. C'est sûr, je suis d'accord qu'avec 500 €, on a des difficultés. Mais ça, c'était avant les agréments ministériels. Donc, c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, j'en ai fait, mais je peux plus, moi, en tant que professionnel, les proposer à des clients, parce que je sais que derrière, il y a des refus au niveau des stands. Et je ne peux pas vous engager, ne cesse de dépenser 1 500, 2 000, 2 500 €. Certes, c'est moins cher qu'une vraie phyto agréée, mais derrière, vous allez être emmerdé. Et pour vous donner une idée, quand même, l'année dernière, j'en ai démonté 3 phytos que j'avais mises en place sur le modèle eau vivant avec des abreuvoirs. Un démontage suite à une demande de permis de construire, parce que votre assainissement doit être énorme quand vous faites un permis de construire pour une extension. Donc, on a dû le démonter. Et 2 autres assainissements pour une vente immobilière. Donc, il y a une transaction immobilière, le stand passe aussi pour vérifier l'assainissement, et il a déclassé l'assainissement. Et du coup, on a dû démonter et ils vont faire un assainissement. Donc voilà, je tiens à préciser ce point qui est très important. Il ne faut pas faire n'importe quoi en matière d'assainissement. La phytoépuration, c'est une super solution, je vous encourage à le faire. Et à moins de 3 500 €, c'est tout qu'on le faire. Ça, c'est tout. Voilà, François, je tenais pas forcément à aller plus loin dans la présentation. Je préfère répondre au tac au tac aux questions que l'on a. Bien sûr, bien sûr. C'est pas facile, là, je fais un monologue et du coup, je vois pas vos réactions. Je sais pas s'ils dorment, je sais pas s'ils lèvent la main. Alors, le son était pas extra, hein. Je pense on avait vraiment dû faire cet essai un petit peu avant. Ah mince. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les aléas du direct, on va dire. Et alors moi, justement, pour compléter un peu ton intervention, j'aimerais vraiment rajouter qu'en fait, c'est au-delà d'aspects et de considérations financières, c'est surtout ne pas reposer sur la collaboration de collectif, le problème de la gestion de nos déchets. En fait, c'est une super système pour être le moins polluant possible et puis pour tendre encore plus vers la conscientisation de notre impact personnel. Donc c'est un système qui est vraiment très intéressant et comme tu l'as très, très justement dit, c'est vrai que couplé à un système de toilettes sèches, ça m'a l'air vraiment encore plus accessible, même pour les familles nombreuses. Enfin donc du coup, on a vu qu'il y avait une contrainte en fonction du nombre de personnes, enfin de de personnes, équivalent habitants, qui était intéressante. Je trouvais que c'était technique, intéressant. Maintenant, peut-être que les gens ont des vraies questions. Alors, Moi, si vous oui. m'entendez encore, je sais que Sacha a fait sa phyto en autoconstruction. S'il est toujours là, il peut peut-être donner un petit témoignage aussi financier et technique. Mais oui. Alors, Sacha, je vais te donner la parole. Ah, pardon. Le micro, c'est bon là? Ouais. Ouais, alors du coup, ouais, moi j'ai fait la mienne en autoconstruction. Donc nous, on est sur une 3 équivalents habitants, parce qu'on a 3 pièces principales dans la maison. Et donc du coup, avec l'achat des matériaux, du coup, enfin fournis dans le kit Aquatiris, plus les granulats, les barres de PVC, une chasse hydraulique en amont et la partie terrassement. On va dire, ouais, nous on est dans les prix, elle est dans la fourchette, on a réussi à faire un truc en dessous de 4 000. Avec les agréments standard.
Avec tous les agréments, tout le bazar, enfin la phyto elle est clean, enfin validée par le SPROC, validée par Aquathierry, ça en termes de conformité. Et la mise en œuvre du coup, enfin c'est avec un peu de bon sens et puis un peu d'huile de coude, c'est un truc qui est même plaisant à faire parce que franchement c'est à la portée de ceux qui veulent bien se retrousser un peu les manches. Puis voilà, c'est que ça permet de faire des économies quand même substantielles qu'on peut après mettre à profit pour d'autres projets au niveau de l'habitat, au niveau du jardin, au niveau de la vie de tous les jours. Enfin voilà. Après on peut faire un truc tout fait par artisan comme le disait Renaud. Mais voilà, enfin moi pour avoir vécu l'autoconstruction, c'était une super aventure. Merci, Vraiment, Sacha. de rien, avec plaisir. Alors, il y a deux questions, donc je vais les donner une par une. Premièrement, la question évidente, c'est où sont... Ah pardon, est-ce que tu peux recouper ton micro, Sacha? Oui, oui, oui. Merci. Voilà. La première question, c'est où sont stockés les polluants, évidemment, des plantes. Donc, et puis, quels sont les polluants? Et comment est-ce qu'on les traite? En fait, c'est toute la question autour des polluants des plantes. Ok, donc je réponds. En effluent domestique, parce que c'était le sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas de polluants non dégradables. Donc, tout ce qui est production humaine va être dégradé 100% par les bactéries. Il faut savoir que ce n'est pas les plantes qui tuent, mais c'est bien les bactéries qui sont fixées autour des rhizomes des roseaux qui vont travailler la symbiose avec l'oxygénation et l'apport en eau usée. Donc, les bactéries vont gérer la dépollution de l'eau sans souci. Après, quand on a des polluants, c'est que ce sont des polluants non dégradables, donc des produits chimiques. Alors, les produits chimiques, c'est surtout les concentrations qu'on trouve plus, c'est les pilules du lendemain, les pilules contraceptives. Ça, c'est une catastrophe écologique parce que c'est une molécule chimique très performante, qui dure dans le temps et qui est rejetée dans les urines. Les bactéries naturelles ne traitent pas du tout ces molécules chimiques comme un traitement lourd pour un cancer, par exemple. Et donc, forcément, ces molécules vont passer les végétal, vont passer les bactéries, vont passer la phytochimie, l'assainissement, ils vont se retrouver dans le même équilibre. Puis la problématique de la stérilisation des poissons dans les rivières. Donc ça, c'est première réponse. On ne peut pas dépolluer des produits chimiques fabriqués par l'homme, des médicaments notamment. Deuxième question, enfin deuxième problème sur la pollution, je pense au phosphate. Le phosphate qui est utilisé de moins en moins, mais qui était utilisé dans les lessives notamment. Donc pareil, le phosphate, l'avantage c'est que le roseau en soi peut capter le phosphate et les hydrocarbures. Alors, les hydrocarbures, vous n'allez pas en retrouver dans les phytos, mais si vous faites attention, je pense que vous avez tous déjà croisé sur des aires, des bassins de récupération de pluie le long des autoroutes, souvent on plante des massettes et des roseaux dans le fond des bassins. Eh bien, il y a un intérêt à ça, c'est que le végétal, massette et roseau, donc Phragmites australis, ont la capacité de stocker l'hydrocarbure. Mais pour éviter l'infiltration des polluants dans les nappes souterraines. Mais on ne fait que déplacer le problème, et je vais terminer là-dessus, parce qu'en fait, en coupant les roseaux, on prend le polluant dans la feuille et on va le composter sur une plateforme. Donc en réalité, on n'a pas de solution, c'est juste qu'on va déplacer le polluant. Et la deuxième question, du coup, qui